Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État au gouvernement de la région bruxelloise, notamment en commerce extérieur, mais pas que, on en parlera. Et alors, une question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est sur le survol, ça a l'air d'être coincé. Les Flamands ont dit qu'ils allaient mettre en œuvre une nouvelle action en conflit d'intérêts. Quelle doit être la réponse aujourd'hui de la région bruxelloise? Est-ce qu'il faut encore faire un pas supplémentaire? Je pense qu'on a été très clair dans notre position la semaine dernière et la ministre Frémaux a encore pu le rappeler aujourd'hui. Nous avons fait un geste qui permet à la fois de se donner du temps pour négocier s'il y a un geste aussi fort du côté du fédéral. Et il faut surtout un message clair. Nous n'allons pas sacrifier l'environnement et la qualité de vie des Bruxellois. Et oui, il y a moyen de concilier les considérations environnementales avec l'importance des enjeux économiques. Et je comprends que vous dites que c'est au fédéral de faire quelque chose, mais c'est plutôt le gouvernement flamand qui a l'air au départ de bloquer. Et pourtant, on retrouve les mêmes partis qui sont à la fois au gouvernement flamand et au gouvernement de la région bruxelloise. Je parle des partis flamands notamment. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord? Écoutez, je pense que là, il s'agit effectivement d'opposition vraiment de toute la population bruxelloise, y compris néerlandophone. Et de la proche périphérie bruxelloise d'ailleurs aussi. Il y a aussi, plus largement que dans les frontières des 19 communes, des problèmes de survol. Donc voilà pourquoi on a fait des propositions, et des propositions à court terme pour pouvoir avancer, et à long terme qui permettent de concilier les deux. L'allongement de la piste 25L, bien sûr, qu'on me le réclame depuis très longtemps, l'autorité de contrôle qui soit objective et qui rassemble les différentes parties prenantes au niveau donc de l'analyse des nuisances sonores, le fonds de compensation, la prolongation de la nuit européenne, voilà des mesures qui sont sur la table depuis fort longtemps. Il faut quand même rappeler que ça fait 18 ans que ces normes de bruit existent à Bruxelles. Et il y a maintenant effectivement la volonté de dire ça suffit, la tolérance qui était acceptée, mais nous faisons des propositions pour pouvoir avancer dans ce dossier. Alors, est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État au commerce extérieur, vous voyez souvent les entreprises? Or, on voit que les entreprises ont l'air de vouloir garder une forte activité économique à Zaventem. Est-ce qu'il ne faut pas faire la balance entre l'économie et l'emploi d'un côté à Bruxelles et la santé des Bruxellois? Et vous avez dit, c'est faire la balance. Donc, effectivement, il n'y a pas un de ces enjeux importants au détriment de l'autre. Il faut trouver le juste équilibre et nous pensons qu'il est tout à fait réalisable. Alors, deuxième dossier aujourd'hui, c'est cette annonce un peu surprise de la part de Bart De Wever, qui a même fait ça au Parlement flamand. Il a convoqué la presse pour dire « ce n'est plus Siegfried Brack, le président de la Chambre, qui sera le tête de liste à Gand, mais ce sera la secrétaire d'État fédérale Elke Sleurs, qui quitte le gouvernement fédéral et qui devient chef de file pour les communales à Gand. » On a l'impression qu'on parle un peu de politique panique un peu partout. Là aussi, ça touche la NVA maintenant. Tout à fait. Ça montre qu'en effet, ça touche les différents partis. Et c'est une bonne nouvelle qu'Elke Sleurs quitte le gouvernement fédéral. Et elle semblait pas toujours favorable aux institutions culturelles bruxelloises. Je pense que son passage à la politique scientifique fédérale et donc la tutelle sur les institutions scientifiques et culturelles, notamment à Bruxelles, ne laissera pas de grands regrets. Maintenant, on sait comment elle fonctionnait, on ne sait pas qui on aura à sa place. J'espère en tout cas que ce sera une personne plus consciente des énormes enjeux et de l'intérêt des institutions fédérales et que donc certaines décisions ne seront peut-être pas appliquées et qu'il y aura une vraie concertation entre ces institutions et leur ministre de tutelle. Donc là aussi, une discussion qui doit être ouverte. Alors, en matière de bonne gouvernance, vos collègues de Défi n'apprécient pas tous l'ambiance délétère autour du pouvoir politique, de l'argent. La semaine dernière, Didier Gauzoin a même refusé de participer au congrès qui portait sur cette thématique-là, et il a dit « Il n'y a pas à tenir de débat de ce type dans la précipitation d'une actualité nauséabonde ». Et ce matin,
C'est Bernard Clairfailly, cette fois-ci, et c'est dans Le Soir, dans une note qu'il a fait parvenir au Soir. Lui, il va encore plus fort. Il dit « Il faut refuser de se laisser enfermer dans l'adoption de nouvelles règles avant de faire la clarté sur les mécanismes actuels. Et il faut donc refuser de discuter aujourd'hui des réformes proposées à la hussarde par Rudy Vervoort. » Alors, ça veut dire que Défi enterre les propositions de Rudy Vervoort sur le décumul? Non, ça veut dire que nous pensons qu'il faut effectivement prendre le temps de faire un bilan de la situation, obtenir le cadastre complet, voir tous les endroits où ça dysfonctionne et pouvoir posément prendre les bonnes décisions. Je pense, dans quelque contexte que ce soit, prendre des décisions hâtives, et je partage ce point de vue, ce sont rarement de bonnes décisions. Donc c'est ça, il est évidemment important de prendre des décisions, d'améliorer la bonne gouvernance, d'avancer sur une série de choses, mais nous devons le faire de manière réfléchie. Et je pense que c'est le message qui est là, et je peux le partager. Ça ne veut pas dire que l'on enterre les propositions. Non, mais ça veut quand même dire qu'on ne leur donne pas une priorité, alors que Rudy Vervoort insiste là-dessus, le PS bruxellois, Laurette Onkelings l'a encore dit la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a une faille au sein de la majorité? Non, c'est une priorité pour tous les partis de la majorité. Donc c'est une priorité partagée de dire, OK, il faut prendre les choses. D'ailleurs, il y a une série de choses qui étaient prévues dans l'accord de majorité en 2014. Des choses s'étaient déjà petit à petit mises en place. Il faut y aller franchement, mais il faut y aller en bonne connaissance de cause, en prenant le temps de voir toutes les conséquences des mesures qui seront prises. Alors vous avez été, vous, bourgmestre en fonction, vous avez été échevine à Scarbeck quand Bernard Clairfailly était justement secrétaire d'État, vous étiez député à l'époque. Alors le cumul, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je pense que la réponse n'est ni noire ni blanc. Je pense que c'est aller trop loin que de dire que tout cumul serait par essence scandaleux. Je pense qu'il y a une richesse aussi, de par des expériences différentes, de par des responsabilités différentes, de pouvoir, dans certaines limites, et là évidemment il faut les poser, ces limites, il ne s'agit pas tout d'un coup d'avoir 17 cumuls ou 10 responsabilités différentes, donc il y a des limites à poser au nombre de cumuls, bien sûr avec des compatibilités ou des incompatibilités en fonction du type de cumul, et bien sûr également aussi avec des plafonnements financiers. Mais je suis moins tranchée en effet que ceux qui disent que tout cumul doit être interdit. Mais c'est un avis personnel. Oui. Donc le bilan, c'est prenons le temps d'examiner toutes ces solutions et n'agissons pas avec précipitation. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet cela au calendrier grec, évidemment. Alors sur le Brexit, on voit que les premiers effets, on a appris hier soir, je crois que le concert baroque européen, qui était l'orchestre baroque qui était en Angleterre, a décidé de venir en Belgique, à Anvers. Et vous créez une plateforme pour essayer aussi d'attirer des entreprises à venir s'installer à Bruxelles. Vous essayez de profiter du Brexit. Qu'allez-vous faire exactement? Donc différentes mesures, analyses et mesures ont été entamées déjà même avant le vote du Brexit. On avait déjà réfléchi au niveau de mon cabinet, etc. Il y a une série d'actions qui ont été programmées. Ici, la task force ou la plateforme de coordination, c'est vraiment pour s'assurer que toutes les initiatives qui seront prises, par exemple par le ministre-président ou par Bruxelles International ou Visite Bruxelles, soient coordonnées avec celles de Bruxelles Invest et Export, pour lesquels nous avons déjà un programme assez riche dans les mois qui viennent, et que chacune de ces opérations se renforce l'une l'autre. Il s'agit donc de vérifier qu'il y ait un même message, qu'il utilise des arguments qui soient valables pour tout le monde, et que l'on touche donc le plus de personnes possible. Donc l'idée, c'est de convaincre quand même des associations ou des entreprises de venir s'installer à Bruxelles. Alors l'objectif évidemment de tous ces événements, de toutes ces missions qui seront donc concertées, c'est bien sûr de convaincre que Bruxelles est de place to be pour une série de choses. Alors on ne va pas récupérer toute la place financière londonienne à Bruxelles, bien évidemment, mais il y a des secteurs niches dans lesquels nous avons de très nombreux atouts à faire valoir, en plus de tous les atouts généraux en termes de localisation géographique, en termes de qualité de vie, en termes de qualité de l'immobilier, etc., et de son accessibilité. Il y a aussi plusieurs secteurs vraiment dans lesquels nous avons
à faire valoir de très beaux atouts. Alors aujourd'hui, il y a le vice-président américain qui est à Bruxelles, Mike Pence. Est-ce que ça veut dire aussi que demain, il faudra peut-être une plateforme Trump pour attirer les entreprises américaines à Bruxelles? Écoutez, je pense, j'ai d'ailleurs une mission qui est prévue au mois de mai à New York. Je pense que les entreprises américaines font la part des choses. J'étais au Texas juste après l'élection, en mission princière, et on se rend bien compte que le côté pragmatique des entreprises va être très certainement là. Maintenant, effectivement, on ne sait pas jusqu'où va aller Donald Trump. Ici, il semblerait quand même que tous les officiels américains qui débarquent en Europe ces derniers jours veulent plutôt un peu calmer le jeu. Alors, à propos de calmer le jeu, vous avez calmé le jeu avec les pompiers ces derniers jours, parce qu'il y avait des risques d'action, de grève. Ils n'étaient pas contents, ils disaient qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour aller sur les autopompes. Et là, c'était réglé. Finalement, on va quand même pouvoir remplacer les pompiers qui vont partir. Et on va permettre, à partir du 1er janvier 2018, de mettre 6 pompiers par autopompe au lieu de 5. Oui, donc j'étais tout à fait conscient de la situation. D'ailleurs, les procédures de recrutement ont été lancées en juin 2016. Donc il y a déjà toute une série, enfin tout un recrutement qui a été lancé. Malheureusement, ces procédures sont très longues, beaucoup plus longues que ce qui était prévu. Pourquoi c'est long? Mais écoutez, voilà, le CELOR a, je crois, beaucoup de sollicitations. Il faut savoir aussi qu'au niveau des pompiers, il ne s'agit pas évidemment simplement d'examens écrits, mais il y a des épreuves physiques qui doivent s'organiser, des interviews, etc. Nous allons aboutir dans ces procédures de sélection au mois de mai côté néerlandophone, en septembre côté francophone. Donc tout ça était déjà en route. Maintenant, c'est vrai que si on avait pu, à la suite du test sur janvier et février du 6e MOM à la pompe, donc sur les camions d'intervention, poursuivre sans attendre donc l'obligation fédérale à partir du 1er janvier 2018, ça aurait pu être bien. Maintenant, ça fait des années que les pompiers fonctionnent et fonctionnent bien, avec 5 hommes à la pompe, et les mesures sont prises pour les engagements, et on envisage d'augmenter la réserve d'ailleurs pour faire face également au départ à la pension. Merci Cécile Jodogne. Demain, je recevrai votre collègue Bianca Debatz. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.